Bonsoir et bienvenue à notre session d'information autour du RGIE, des nouvelles modifications qui vont apparaître prochainement. Avant de passer la parole à mon collègue Ignacio, je vais me présenter en 2 minutes, Salvatrice Tranchina. Je suis votre conseillère régionale bruxelloise, donc je m'occupe principalement de toutes les entreprises de Bruxelles francophones et les opérateurs de formation et les écoles. Alors juste un petit rappel, on arrive à la fin de l'année. En tout cas pour les entreprises, n'oubliez pas qu'on est en train de payer toutes les primes de fin d'année. Et donc bien vérifier avec votre travailleur s'ils ont bien enregistré leur numéro de compte en banque au niveau de MyVolta pour qu'on puisse payer notamment les primes de fin d'année. Alors pour tout ce qui est, je dirais, autre indemnité, sachez que vous avez des conseillers régionaux, donc moi pour Bruxelles, Luc et Naïma pour la Wallonie. Pour les écoles, idem, n'oubliez pas que vous avez toute une série de matériel pédagogique, de formation à destination des enseignants. Alors nous avons un public mixte aujourd'hui, nous avons à la fois des entreprises mais également des personnes du monde de la formation et de l'enseignement. Alors, ce que je voudrais préciser aussi, c'est que nous sommes en session d'information ce soir, en version live streaming. Ça veut dire qu'on enregistre la session d'information qui sera mise en ligne dans quelques semaines sur notre site internet. Vous pouvez revoir cette session d'information tranquillement chez vous par la suite. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont en ligne, qui sont connectées depuis 6h30 et qui vont suivre la formation avec nous ce soir et qui poseront également leurs questions. Donc, on a un chat et Grégor, mon collègue, va gérer tout ça. Donc, des questions qui arriveront en ligne et des questions qui seront ici au niveau du public présent ce soir. Voilà, je vais passer donc la parole à Ignacio. Je suis là toute la soirée, donc je reste à votre disposition. Si vous avez l'une ou l'autre question, vous n'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup et une bonne soirée. Oui, bonsoir et bienvenue à notre session d'info. Donc, qui portera sur 2 thèmes principaux. Le premier, c'est les modifications du RGE qui seront d'application à partir du 1er mars 2025, ça veut dire très bientôt. Également, en deuxième partie de la session d'info, nous parlerons, enfin, je dirais plutôt, quelqu'un de si belga, M. Pierre Janssen, viendra présenter les nouvelles prescriptions du Synergrit 101.107 qui concernent les prescriptions de raccordement d'un utilisateur de réseau de distribution au réseau de distribution. Donc, information très importante et récente puisque la nouvelle prescription C1 107 est apparue ici au mois d'août. Donc, elle est toute récente. Donc, commençons par le RJE. Donc, quelles sont les principales modifications du RJE? C'est d'abord... donc, j'ai passé un slide ici. Donc, à partir du 1er mars, le chapitre concernant le 7.1, donc chapitre 7.1, concernant les installations électriques dans les lieux contenant une baignoire et ou une douche. Deuxièmement, les socles de prise, il y a eu également des modifications à ce sujet. Et troisièmement, les installations électriques des lieux accessibles au public. Donc, commençons par le chapitre 7.1 qui concerne donc les lieux contenant une baignoire et ou une douche. Pourquoi ces changements? Eh bien, tout simplement pour coller, je dirais, au plus près de la norme internationale IEC 60364 et notamment la partie 7.701 concernant les emplacements contenant une baignoire ou une douche. Donc ça, ce sera d'application très bientôt, c'est le 1er mars, on y est bientôt, les fêtes vont passer et puis on sera très vite au 1er mars. Donc, j'essaye de faire le moins de blabla possible et plus, je dirais, d'illustrations vous permettant de comprendre un peu la nouvelle logique concernant ce chapitre. Donc, considérons d'abord un point qui est important, c'est ce qui n'est pas considéré comme une baignoire ou une douche. D'abord, les équipements et installations d'urgence, par exemple, les douches d'urgence utilisées dans des installations industrielles ou dans des laboratoires. Ça, ce n'est pas considéré comme étant une salle de bain.
Les lavabos pour bébés. Donc là, c'est clair, ce n'est pas concerné par le chapitre 7.1. Tout ce qui touche aux baignoires et douches qui sont réglables en hauteur, éventuellement déplaçables, etc., pour traitement médical. Ça ne fait pas partie du chapitre 7.1. Également, les baignoires et douches pour animaux. Elles ne sont pas concernées non plus. Et tout ce qui concerne les douches et baignoires installées dans des installations transportables, mobiles ou temporaires, et effectivement dont l'ensemble est couvert par une norme d'application en Belgique, donc toujours avec le NBN devant. Alors, quel est le principe d'un lieu ? Partons d'un sol fini sur lequel on se déplace. Eh bien, vous avez déjà, à partir de ce sol, il faut compter 3 mètres. Vous avez l'arrivée d'eau. Ça peut être, je dirais, un pommeau de douche sur son socle ou bien le robinet de la baignoire. OK ? À partir de là, à partir de cette arrivée d'eau, vous devez compter une longueur de 4 mètres. Et là, on a déjà ce qu'on appelle le lieu contenant une baignoire ou une douche. Bien entendu, si vous avez des parois qui viennent déterminer le lieu, c'est les parois qui vont déterminer le lieu. OK. Donc, faut savoir aussi que lorsqu'on parle de la paroi verticale, pour qu'elle détermine le lieu, il faut qu'elle ait une hauteur de minimum 2,25 m. Ou qu'elle soit jointive avec le plafond. Et à ce moment-là, ce sont les parois qui vont évidemment déterminer le lieu. C'est clair, je pense ? Oui. Alors, pour les projets, les travaux dont l'exécution a déjà été entamée, il existe aussi des dispositions transitoires que vous pourrez trouver dans la partie 7.1.1.2. Donc, vous avez déjà entamé un chantier juste avant le 1er mars et vous aviez déjà tout préparé pour que ce soit que ça réponde au chapitre 7.1 mais précédent, eh bien, vous avez effectivement des dispositions dérogatoires ou transitoires. Et donc, on commence toujours effectivement le chapitre par des termes et des définitions. Donc, vous avez les différentes définitions. Qu'est-ce qu'une baignoire? Qu'est-ce qu'une douche? Qu'est-ce qu'un receveur de douche? Cabine de douche multifonction électrique, donc ça c'est nouveau. Hein. Effectivement, avec l'évolution de la technologie, eh bien, on arrive maintenant à avoir des salles de bain et notamment des cabines ou des colonnes de douche avec plusieurs fonctions électriques. Eh bien, on les définit maintenant dans le chapitre 7.1. La fonction de douche, ce qu'est une paroi fixe, hein, ce qu'est un plafond, un faux plafond, etc. Donc, également, un point important, c'est que lorsqu'on parle d'espace sous les portes ou sous les parois, celles-ci doivent être au maximum de 10 cm. Si ce n'est pas le cas, elle ne sera pas considérée comme une paroi, donc déterminant le lieu. OK, donc un rideau, par exemple, on est clair. Un rideau, ce n'est pas une paroi. Une paroi fixe, ajourée ou démontable sans outil, ce n'est pas non plus une paroi. Une paroi mobile ou, par exemple, coulissante, hein, ce n'est pas considéré comme étant une paroi. Également, donc, vous aviez jusqu'à présent, hein, jusqu'au 1er mars, le volume qui se trouve en dessous de la baignoire, que l'on appelait le 1 bis. Eh bien, ce volume disparaît et devient le volume 1. Donc, simplification. En ce qui concerne la douche, plus de volume 2, ni de volume 3. Pour la baignoire, il n'y aura plus
de volume 3. Par contre, évidemment, vous avez ce que j'ai déterminé au tout début de la présentation, c'est le lieu, avec les fameux 4 mètres si vous n'avez pas de paroi qui arrête le lieu. OK ? Et on va donner plein d'exemples pour que vous compreniez bien le principe. Vous avez ici, par exemple, pour une baignoire, là, pas trop de changements. On a effectivement le volume 0 qui concerne l'intérieur de la baignoire, pour une baignoire. Vous avez la baignoire en elle-même qui, elle, va déterminer sur le plan vertical le volume 1. Et puis, vous avez ce fameux volume 2 qui, lui, va contourner le volume 1 à raison de 60 cm. Par contre, le changement ici, c'est que vous n'avez plus de volume 3. Le deuxième exemple, ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a une paroi. Attention, pour la paroi, on voit effectivement que le volume 2 va contourner la paroi. C'est le principe du mètre ruban. Vous avez les 60 cm qui vont aller derrière cette paroi pour continuer à déterminer le volume 2. Et donc, comme je disais, pas de volume 3. Une autre vue ici de la baignoire, donc vue de profil, donc plus de 1 bis en dessous de la baignoire, mais volume 1. On a la personne qui se tient debout dans la baignoire et à partir de cette surface sur laquelle elle est debout, on part sur 2,25 m de haut. La baignoire détermine le volume 1 et puis vous avez les fameux 60 cm. Dans le deuxième exemple, on voit que la personne se situe, lorsqu'elle sort de son bain, dans le volume 2, mais à une hauteur beaucoup plus élevée. On va compter ces 2,25 m à partir de cette hauteur. Le troisième exemple, c'est pratiquement le même que le deuxième, sinon vous avez une sorte de plancher qui, lui, se trouve au-dessus de la baignoire. Eh bien, nous déterminerons ce volume à partir de ce plancher, donc, et on va compter 2,25 m de haut. Et le quatrième exemple, là, on est plus bas, dans le volume 2. On va compter à partir de là pour les 2,25 m. Il y a aussi une notion qu'il faut bien comprendre, c'est la profondeur du receveur. Donc, on va automatiquement compter 10 cm. Donc, si votre receveur est en dessous de 10 cm, c'est comme s'il n'y en avait pas. Okay ? On n'en tiendra compte qu'à partir de 10 cm de profondeur. Donc, le volume 0, dans ce cas-ci, pour les fameuses douches à l'italienne, c'est-à-dire qui n'ont aucun receveur, eh bien, on considérera que le volume 0 part du sol et compte 10 cm. Il y a aussi une notion de rayon à partir de l'arrivée d'eau. Donc, vous avez l'arrivée d'eau, le pommeau de douche. On va compter un rayon de 1,20 m qui, lui, va déterminer le volume. Si vous avez une douche à l'italienne, par exemple, c'est-à-dire sans receveur, eh bien, le volume 1 et le volume 0 vont partir dans ce rayon de 1,20 m. Vous voyez le premier exemple, ici à gauche, c'est une douche sans receveur. Eh bien, on part de ce rayon. Et au niveau du sol, jusqu'à 10 cm, vous avez le volume 0. Le deuxième exemple, vous avez un petit receveur, mais qui a une profondeur qui est inférieure à 10 cm. Eh bien, c'est comme s'il n'y en avait pas. On considère automatiquement que vous avez, au niveau de ce rayon de 1,20 m, jusqu'à une hauteur de 10 cm, vous serez dans le volume 0. Au-delà, bien entendu, vous serez dans le volume 1. Le troisième exemple, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une paroi.
Eh bien, ce sera le principe du mètre ruban. À partir de l'arrivée d'eau, on va compter le fameux rayon de 1,20 m. S'il passe derrière cette paroi, eh bien, il va déterminer encore ce volume 1. L'exemple ici en dessous, à gauche, qu'est-ce qu'on voit? Que cette fois-ci, le receveur a une profondeur qui dépasse les 10 cm. Eh bien, alors, ce receveur, effectivement, sera considéré comme étant le volume 0, puisqu'on considère que la personne a les pieds dans l'eau et que l'eau est retenue par le receveur à ce moment-là. Par contre, le volume 1, lui, c'est toujours ce fameux rayon de 1,20 m à partir de l'arrivée d'eau. Et le dernier exemple, on voit effectivement que ce receveur dépasse ce fameux rayon de 1,20 m. Eh bien, je vais essayer de le faire comme ceci parce qu'il y a des personnes qui nous suivent par Internet. Donc, le volume va faire comme ça, hop, et il va contourner ce qui dépasse. Donc, ici, vous avez le volume 1 et 0 ici. Voilà. Et donc, comme je disais au tout début de la présentation, plus de volume 2 ni de volume 3 pour une douche. Une notion aussi importante, c'est cette notion dans une douche des portes fermées. Donc, on considère que les portes vont retenir l'eau et donc elles vont déterminer le volume. Donc, dans ce cas-ci, les portes seront fermées, on voit la partie hachurée, eh bien, les portes vont faire quoi? Elles vont faire ceci, donc elles vont déterminer le volume. Volume 1 et volume 0 vont être retenus par ces fameuses portes de douche qui sont fermées. Donc ici, encore une vue. Il y a pas mal de vues dans ce chapitre pour vraiment vous faire bien comprendre le principe. Donc ici, par exemple, la vue de gauche, on voit effectivement qu'au niveau du sol, on compte automatiquement les fameux 10 cm. Là, on voit ce receveur qui, lui, est plus petit, mais qui a quand même une hauteur de 10 cm. Donc, lui, il va retenir le volume 0. On voit la troisième figure avec un receveur qui, lui, va dépasser le fameux 1,20 m. Eh bien, à ce moment-là, le volume 0 sera plus important. Et le volume 1 va suivre la verticale qui dépasse. Encore un autre exemple, ici, avec une paroi qui, elle, va délimiter le volume 0 et le volume 1, mais qui n'a pas une hauteur de 2,25 m. Eh bien, à la hauteur de cette paroi, on va compter, à partir de l'arrivée d'eau, une horizontale, à raison de 1,20 m. Et elle va déterminer à ce moment-là le reste du volume 1 jusqu'à une hauteur de 2,25 m, comme on voit ici. Donc ici, le volume fera comme ça. Tac, tac, tac. OK. Alors, comme je disais aussi, un faux plafond ajouré n'est pas considéré comme un faux plafond, donc il ne sera pas comptabilisé dans les volumes, ni démontable sans outil. Et le fameux troisième exemple, dans lequel vous avez effectivement un faux plafond qui, lui, est plein et qu'on ne sait pas démonter sans outil. Donc là, effectivement, lui, on va le comptabiliser dans la détermination du volume 0, volume 1 et volume 2. Alors, on a ici aussi un bel exemple de comment, je dirais, déterminer les lieux et déterminer les volumes. Il faut partir de ces principes-là, il faut bien comprendre ces principes. Lorsqu'on détermine le lieu, on considère les portes et les fenêtres fermées.
Donc, je vais vous faire le contour ici du lieu. On est ici au lieu. On part, donc, comme je disais au tout début, du robinet, de l'arrivée d'eau, et on trace le rayon de 4 mètres ici. S'il n'y a pas de paroi, s'il y a une paroi, bon, elle va déterminer le lieu, mais donc on part ici, hop, on a les fameux 4 mètres, ici il y a une paroi, donc elle va couper, on continue, la fenêtre est fermée, donc on va continuer, la porte est considérée comme fermée également pour le lieu. OK, donc ça c'est le lieu. Par contre, pour les volumes, là, on considère que les portes sont ouvertes, comme on voit ici, et les fenêtres sont ouvertes. Donc ici, pour le volume 2, en l'occurrence, dans la baignoire, on voit que le volume 2, quand la porte est ouverte, lui va continuer à raison de 60 cm. Donc ici, heureusement, il y a la porte qui va, je dirais, couper l'accès vers la prise. Donc là, vous n'avez aucun problème pour y placer une prise. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? La porte s'ouvre dans l'autre sens. Et alors, le volume 2, lui, il va aller derrière. Donc, si vous décidez, par exemple, de mettre une prise ici, eh bien, celle-ci devra répondre aux prescriptions du volume 2. Donc, si vous mettez une prise basse tension, dans ce cas-ci, alors elle devra être protégée par un différentiel de 10 mA. OK, et donc, pas de volume 3. Alors, ces exemples-ci sont si intéressants. Pourquoi? Parce qu'on voit, par exemple, ici la détermination du lieu, ici avec les fameux 4 mètres, on voit ici que la paroi a une hauteur de 2,25. Donc, elle va déterminer le lieu. Donc, ce rayon ici, principe du mètre ruban, voilà, on a les 4 mètres, mais qui seront, eux, déterminés par cette paroi, les fameux 4 mètres. Donc, pour le lieu, pour rappel, on ferme la porte, on ferme les fenêtres. Donc, votre lieu, il fait ceci. Hop. Voilà. Ici, idem. Par contre, dans ce cas-ci, vous avez une porte de douche. Donc, la porte de douche, c'est l'exception parce qu'on considère que la porte de douche retient l'eau lorsque vous prenez une douche. Donc, elle va déterminer, elle, les volumes 0 et les volumes 1. OK. Par contre, pour le lieu, c'est comme la figure de gauche. Ici, vous avez une hauteur de 2,25 m, donc ça va déterminer les 4 mètres. OK. Et vous avez ici, dans ce cas-ci, là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, que dans ce cas-ci, le troisième cas, vous avez une hauteur qui est inférieure à 2,25 m. Donc, on ne va pas en tenir compte pour tracer les fameux 4 mètres. Et donc, là, vous avez ce rayon qui sera plus long. Vous voyez, par rapport à la figure du milieu et celle de gauche, eh bien, là, on ne va pas tenir compte de cette paroi parce qu'elle est inférieure à 2,25 m. Donc, on va vraiment tracer un rayon plein. OK, donc bien retenir ce principe. Pour le lieu, on ferme les fenêtres et les portes, sauf la porte de la douche. Et pour les volumes, on ouvre les fenêtres et les portes, sauf la porte de la douche. Là, vous avez encore d'autres exemples. Ici, donc vous avez la paroi, elle, qui détermine le volume 1, mais jusqu'à une hauteur ici déterminée, qui est une hauteur Y. Et puis, effectivement, on voit qu'on n'a pas atteint le 2,25 m. Donc ici, il faudra quand même compter un rayon de 1,20 m pour vraiment déterminer le fameux volume 1. La figure du milieu, on est plus que 10 cm, donc à partir de l'axe ici, de l'arrivée d'eau, on va compter ce fameux rayon, principe du mètre ruban.
avec 1,20 m pour déterminer le volume 0. Et au-dessus, idem, on n'a pas atteint les 2,25 m, donc hop, vous avez le principe du mètre ruban à partir de l'arrivée d'eau également. Et la figure de gauche, là, on n'a pas les 10 cm, donc on considère effectivement que la paroi retient quand même le volume 0 et il est déterminé ici. Voilà, c'est clair? Oui. Alors, au niveau des tensions, on donne un tableau avec les tensions concernant les contacts directs, donc contact direct sans aucune protection, IP00. Et donc là, quelles sont les tensions, les très basses tensions de sécurité? Eh bien, pour le volume 0 et 1, on parle de 6 volts alternatifs, tension alternative. Et pour le volume 2 et le lieu contenant la baignoire et la douche, on parle de 12 volts. On voit effectivement que lorsqu'on est en courant continu, on va beaucoup plus haut. On est à 20 et à 30 volts. Si vous avez une protection, donc dans ce cas-ci, il s'agit de la protection contre les chocs électriques par contact indirect cette fois-ci, et donc vous avez du matériel avec une certaine protection qu'on va voir un peu plus tard. Et donc là, la très basse tension de sécurité, elle passe à 12 volts pour les volumes 0 et 1, et à 25 volts pour le volume 2 et le lieu contenant la baignoire ou la douche. En courant continu lisse, on est alors à ce moment-là à 30 volts pour le volume 0 et 1 et à 60 volts pour le volume 2 et le lieu contenant la baignoire et la douche. On a rajouté une belle figure, donc illustrant les liaisons équipotentielles supplémentaires dans un lieu contenant une baignoire. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Et on voit effectivement ici tout ce qui est métallique doit être raccordé à la terre. Donc, on a la décharge, la canalisation métallique d'eau, les baignoires, huisseries de porte, si elles sont en métal, le lavabo. Qu'est-ce qu'on voit encore? Le radiateur métallique, lorsqu'il est alimenté par un tuyau en métal aussi. Donc, la liaison équipotentielle supplémentaire relie localement toutes les masses du matériel électrique et tous les éléments conducteurs étrangers simultanément accessibles, situés dans le lieu salle de bain ou salle de douche. Quelles sont les exceptions? Alors, effectivement, si vous avez du matériel qui est en très basse tension de sécurité, donc là, ce n'est pas nécessaire, pas de mise à la terre nécessaire. Si vous avez des canalisations qui ne sont pas conductrices, effectivement, ça n'a pas beaucoup de sens de les relier à la terre, donc ce n'est pas nécessaire. Même pour des radiateurs ou des convecteurs qui sont eux-mêmes alimentés par des canalisations non conductrices, ce ne sera pas nécessaire non plus. Et tout le matériel qui est en classe 2, c'est-à-dire avec une double protection, une double isolation. Alors, autre tableau, ici, dans ce cas-ci, donc dans le nouveau chapitre 7.1, on donne plutôt les influences externes. Donc, on voit par exemple qu'il y a 3 influences externes importantes pour une salle de bain. C'est la présence d'eau, donc l'influence externe AD, l'état du corps humain, donc l'état de la peau, et le 3e, c'est les contacts des personnes avec le potentiel de la Terre, donc influence externe BC. Et à vous d'aller voir, effectivement, d'aller trouver le tableau qui, lui, va déterminer les degrés de protection. J'ai été le chercher pour vous, mais vous devrez un petit peu potasser dans le RJE, puisqu'il s'agit ici du tableau 5.4 qui donne les degrés de protection des machines et appareils électriques en fonction de la présence d'eau. Donc, si on prend par exemple le volume 0, eh bien, on est avec une influence externe de type AD7. AD7, ça veut dire que
le degré de protection doit être de IPX7. BB2, BB3, et alors les contacts avec le potentiel de la Terre. Et là, celui-ci va déterminer les classes des matériels qui sont admis. OK. On revient ici à la présence 2. Par exemple, pour le volume 2, on est à AD4. AD4, on voit ici dans le tableau AD4. On considère que vous êtes mouillé et on a une protection des enveloppes nécessaires de IPX4. OK. Donc, au niveau du matériel électrique, ça ne s'applique pas pour les cabines et les colonnes de douche multifonctions électriques qui sont couvertes par une déclaration UE, donc c'est-à-dire qui ont un marquage CE. OK, idem pour les baignoires et douches avec des fonctions électriques qui sont couvertes par une déclaration Union européenne de conformité, c'est-à-dire un marquage CE. À ce moment-là, c'est le fabricant qui a la responsabilité de son matériel. Évidemment, vous devez suivre les prescriptions du fabricant. OK. Pas de boîte de dérivation, de jonction, de connexion dans le volume 0, ce qui me paraît évident. Hein. Là, pas de changement. L'installation dans les volumes 0, 1 et 2 du matériel électrique servant à l'alimentation ou protection d'autres lieux est interdite. Pas de tableau de répartition non plus dans les volumes 0, 1 et 2. Et alors, par contre, le circuit de la salle de bain peut également servir à alimenter d'autres locaux. Donc, si on récapitule, au niveau du volume 0, qu'est-ce qu'on peut mettre? Eh bien, on peut mettre effectivement du matériel très basse tension de sécurité, fixe et vraiment dédié pour ce lieu. Hein? Par exemple, les systèmes de vibration, donc il y a du matériel, des vibreurs qui se mettent dans le volume 0. Là, effectivement, ils peuvent être utilisés à partir du moment où ils sont alimentés en 12 volts alternatif maximum et qu'ils ont une protection de IPX7 avec l'alimentation à l'extérieur des volumes 1 et 0. Bien entendu, pas de socle de prise dans le volume 0. Dans le volume 1 non plus, pas de socle de prise. Par contre, jusqu'à présent, on pouvait uniquement, au niveau basse tension, y placer le boiler, le chauffe-eau, bien entendu directement mis dans la paroi, donc qui ne passe pas par un socle de prise, puisqu'il est interdit. Bien, et aussi adapté à ce lieu, eh bien, on a ouvert cette possibilité à d'autres produits, d'autres appareils qui ont effectivement la protection nécessaire et qui sont adaptés à ce lieu. Au niveau du matériel en très basse tension de sécurité, là, c'est du 12 volts maximum avec une protection IPX4. Idem en ce qui concerne de l'alimentation, donc elle doit être alimentée avec une alimentation de séparation des circuits et qui est à l'extérieur de ces volumes 0 et 1. Donc, dans l'ancien RJE, on ne pouvait uniquement placer que le chauffe-eau. Maintenant, c'est ouvert à d'autres produits. Et finalement, le volume 2. Le volume 2, encore une fois, uniquement pour la baignoire, puisqu'il n'y a plus de volume 2 dans une douche. Vous avez l'interrupteur. Là, on le dit clairement maintenant. Donc, on le signale comme dans le point 5, appareil de commande alimenté en basse tension. Il s'agit d'interrupteur, en fait. Vous pouvez le placer dans le volume 2.
un socle de prise à partir du moment où il est alimenté à travers un transfo de séparation de circuit avec une puissance maximum de 100 watts. C'est la fameuse prise que l'on retrouve dans les hôtels, hein, la prise rasoir, effectivement, qui passe à travers un transfo de sécurité. Là, pas de liaison à la terre, alors, à ce moment-là, hein, donc dès que vous passez par un transfo de séparation des circuits. Si vous avez une prise classique basse tension, là, avec une mise à la terre, donc là, celle-ci doit être protégée par un différentiel de 10 mA. Là, ça ne change pas. Au niveau du matériel très basse tension de sécurité, donc la tension ici passe à 25 volts alternatif avec une protection IPX4. Et finalement, tout ce qui est alimenté en très basse tension. Vous avez aussi maintenant des socles de prise qui proposent, des socles de prise USB par exemple. Eh bien, vous pouvez la placer dans le volume 2. Et donc, pour rappel, pour une douche, pas de volume 2. Et voilà, on a fait le tour du chapitre 7.1 concernant les salles de bain, salles de douche. Quel est le changement concernant les socles de prise de courant? Eh bien, concernant les socles de prise de courant basse tension alternatifs, eh bien, il faut partir de la base que tous les socles de prise de courant doivent avoir au moins une protection IPXXB. Pour rappel, IPXXB, c'est pas accessible avec le doigt au niveau des parties actives. Si le courant est de 16 ampères et la tension de 250 volts, c'est-à-dire la prise tout à fait classique, là, il faut minimum IPXXD. IPXXD, c'est non accessible, donc les parties actives ne sont pas accessibles par un fil d'un diamètre de 1 mm. La prise tout à fait classique, mais c'est déjà le cas puisque avec sa protection enfant, elle est IPXXD. Si la prise est une prise de 32 ampères 400 volts, là, on dit simplement que ça doit répondre à la norme belge NBN C61-112-1. Donc, si on voit par exemple ce type de socle de prise, effectivement, celui-ci répond à cette norme, donc c'est OK. Vous pouvez l'utiliser pour des usages domestiques et analogues. Alors, d'autres socles de prise de courant peuvent aussi être utilisés. Dans quel cas? Eh bien, ceux qui sont exclusivement destinés à l'alimentation d'appareils d'utilisation pour un usage spécifique. Par exemple, vous alimentez un congélateur qui est vraiment dans un endroit qui ne bouge pas, qui est vraiment dans un endroit qui est bien déterminé, effectivement, alors vous pouvez effectivement utiliser d'autres socles de prise. Par exemple, ce socle prise CEE. Se placer dans les tableaux de répartition, effectivement, là, on n'a pas d'exigence au niveau IPXXD, par exemple. Et alors, bien sûr, vous avez tout ce qui est points de raccordement fixes, tels que des points de raccordement pour les campings, les marinas, les véhicules ou remorques routières pendant leur stationnement, installations temporaires mobiles et transportables, comme on peut voir sur la photo. Pour les lieux services électriques, là, effectivement, il y a une certaine liberté au niveau des socles de prise, à partir du moment où vous avez un verrouillage mécanique ou électrique mettant hors tension les parties actives du socle de prise de courant après l'enlèvement de la fiche. Donc, si ces socles de prise sont encastrés, alors ils doivent être logés dans des boîtes. C'était déjà le cas maintenant. Et alors, en ce qui concerne vraiment spécifiquement les installations domestiques,
Bon, le contact de terre, hein, ça c'est pour une basse tension, c'est nécessaire, hein, c'est même obligatoire, le fameux contact PE, donc conducteur de protection, sauf si vous êtes en très basse tension de sécurité, là ce ne sera pas nécessaire, ou lorsque votre socle de prise, je l'avais dit déjà précédemment, est alimenté par un transfert de séparation. Là, effectivement, il ne faut pas mettre à la terre à ce moment-là. La fameuse prise rasoir. Pour le reste, il n'y a pas de changement, donc c'est toujours 8 socles de prise par circuit terminal, etc. Donc le reste ne change pas. En ce qui concerne les distances, on parlait d'une distance de 15 cm à partir du sol lorsque vous êtes dans un lieu sec ou 25 lorsque vous étiez dans un lieu humide. Eh bien là, on ne stipule plus de distance particulière. On dit simplement que le choix et le placement doivent se faire en fonction des influences externes. Et je termine avec les lieux accessibles au public. Donc, on voit ici l'exemple d'une dame avec ses enfants qui se balade dans le shopping center. Donc, c'est un lieu accessible au public. On le définit maintenant dans le RJE. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il s'agit d'un lieu accessible à tous, sans autorisation préalable, que l'accès soit permanent, temporaire ou subordonné à certaines conditions. Attention, effectivement, on est ici dans le non domestique, le fameux document des influences externes, donc le propriétaire, gestionnaire ou exploitant du lieu dans lequel se situe l'installation doit mentionner les lieux accessibles au public dans son document des influences externes. S'il n'y en a pas, il doit également le signaler dans ce fameux document. Ce document n'est pas obligatoire pour les installations domestiques. On est ici dans le non domestique. Alors, vous avez aussi des dispositions transitoires, c'est-à-dire que vous avez 2 ans pour indiquer ces lieux pour les installations non domestiques existantes. Toute installation électrique non domestique existante qui a été réalisée avant le 1er mars de 2025 satisfait au plus tard 2 ans à partir du 1er mars 2025. Et on en a fini avec les modifications qui seront donc d'application à partir du 1er mars 2025. Je vais vous donner ici une information concernant les différents groupes de travail qui sont encore en cours. Donc sachez qu'effectivement que le RJE chaque année a des modifications, donc on est peut-être amené à se voir chaque année pour les différentes modifications. Et donc, quels sont les groupes de travail qui sont encore en cours ? Eh bien, il y a notamment l'introduction des schémas de mise à la terre en courant continu, donc qui devront être rajoutés. Nous espérons encore en 2025, mais ça doit faire tout un tour. Donc, c'est-à-dire que d'abord, le texte en question doit d'abord passer au cabinet du ministre du Travail pour démarrer les avis officiels, et puis par le Conseil supérieur SPF Emploi, SPF Économie, les inspecteurs des finances, ça passe par la Commission européenne. Bref, ça fait tout un tour avant d'être définitif et d'arriver sur le bureau du roi pour signature. Il y a également un groupe de travail en cours pour les batteries d'accumulateurs. Donc, toujours en discussion dans le groupe de travail 1-2. Également, le chapitre révision du chapitre 9.3 concernant les travaux aux installations électriques. Donc là, le projet d'arrêté royal est fait. La dernière relecture du groupe de travail et la prochaine étape, ce sont les avis officiels. Vous avez les mesures d'isolement, donc traitement des commentaires toujours en cours. Alors, on avait lancé un groupe de travail concernant les locaux à usages médicaux, mais celui-ci a été abandonné ici au mois de juin 2024.
Il y a également un groupe de travail en cours concernant la révision de la réglementation pour les contacts directs et indirects. Donc c'est toujours discussion du groupe de travail préparatoire qui a été clôturé le 6 2024. Les installations à texte, là ça vient de commencer, donc c'est un groupe de travail qui vient de commencer. Donc pour rappel, installation à texte, atmosphère, explosif. Il y a aussi un groupe de travail concernant la révision des influences externes. Vous voyez qu'il y en a pas mal. Et également les courants de court-circuit dans les installations domestiques. Là, effectivement, c'est en discussion avec les fabricants afin de vérifier quelles solutions sont possibles afin de garantir la limitation d'énergie 22,5 kA/s. Est-ce qu'on va passer de 3000 à 6000 ampères au niveau du pouvoir de coupure? On ne le sait pas encore. Est-ce nécessaire ou pas? Donc là, on attend le feedback des différents fabricants. Donc, installation photovoltaïque, ça aussi, c'est un GT qui démarre, qui a démarré ici au mois de juin. Et également un groupe de travail concernant les autres schémas, c'est-à-dire les schémas non mis à la terre. Donc, dans certaines circonstances, il est quelquefois pas possible de mettre à la terre. Et donc là, on a l'intention de rajouter également ces schémas dans le RJE. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de groupes de travail encore en cours et des modifications prévues pour les mois et les années qui suivent. Vous pouvez toujours poser vos questions complémentaires à l'adresse que vous voyez devant vous, c'est-à-dire sat@volta-org.be. Donc voilà, nous vous remercions pour ceux qui sont venus, merci beaucoup d'être venus, et pour ceux qui nous suivent via le web, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.